Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS où nous accueillons Marie-Christine Bordeaux, qui est professeure des sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble, dans le laboratoire du GRESEC. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Alors Marie-Christine, tu es venue nous partager ton expérience dans l'évaluation de politique éducative sur l'éducation culturelle et artistique et aussi sur la médiation scientifique. Tu as une grande expérience dans l'évaluation de politique éducative culturelle. Tu as été vice-présidente culture et culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes. Et puis, tu fais aussi partie du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle en France, aussi appelé l'EAC. Alors, dans tes travaux, tu adoptes une approche historique de l'éducation artistique et culturelle pour penser l'évaluation et les objets d'évaluation. Tu t'intéresses particulièrement au vocabulaire employé dans les politiques éducatives et à la façon dont ce vocabulaire oriente les actions et les objets d'évaluation. Alors déjà, en France, on parle du PEAC, du parcours d'éducation artistique et culturelle, et en Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, on parle, nous, du PK. Et donc, on place la culture avant l'éducation culturelle avant l'éducation artistique. Selon toi, quelles sont les implications politiques du placement de l'art avant la culture et inversement ? Oui, alors l'ordre des mots signifie quelque chose, bien sûr, et on a pu observer très récemment, à l'occasion du Grand Congrès mondial de l'UNESCO pour l'éducation artistique et culturelle, que le texte qui a été produit parle d'éducation culturelle et artistique. Et ce n'est pas un hasard. On voit monter des sujets dont on parlait moins auparavant, comme l'interculturalité, le patrimoine, le lien entre culture et identité. Et donc, je pense que le placement des mots a vraiment du sens. En France, on dit artistique et culturel, parce que, en gros, on a deux modèles dominants de la transmission. Un premier modèle qui est plutôt le modèle muséal, et c'est tout ce qu'on a pu élaborer de manière pratique et également en recherche autour de la notion de médiation. Et puis, il y a le modèle plutôt créatif, relatif aux arts de création, et qui est l'éducation artistique, est une autre forme de médiation plus participative et plus axée sur le partage des langages artistiques, un petit peu moins sur le partage des références culturelles. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose, mais c'est assez connexe. Et du coup, ça peut créer des hiérarchies de fait, c'est-à-dire que si vous dites artistique, et longtemps on a parlé d'éducation artistique, il a fallu attendre 95 pour qu'on ajoute et culturel, alors que ces politiques existaient depuis les années 70 et se sont institutionnalisées dans les années 80. Donc, on a une pensée de la transmission culturelle à l'école qui s'est beaucoup construite autour des questions relatives aux artistes, au champ de l'art et aux valeurs du champ de l'art. Et on fait comme si tout ça était applicable tel quel à d'autres domaines culturels, comme par exemple le patrimoine et les musées. Alors on va pouvoir trouver effectivement le triptyque de l'éducation artistique, voire faire interpréter. On peut l'appliquer sur le patrimoine, mais ça peut être considéré à certains égards comme artificiel, et parce que ça nie quelque part un certain nombre de singularités qu'on peut avoir dans la transmission culturelle dans d'autres domaines comme le cinéma, la littérature, je l'ai déjà dit, le patrimoine et les musées. Donc éducation artistique et culturelle, c'est un terme englobant, mais l'ordre dans lequel les mots sont placés a effectivement un sens et indique une forme de hiérarchie. Et il n'est pas anodin puisqu'on va plus ou moins valoriser là aussi la culture de l'élève et la culture des familles d'où il vient, en fait, de son environnement familial et culturel. Donc, quand on parle de l'éducation culturelle et artistique ou de l'éducation artistique et culturelle, il y a aussi un sous-entendu un peu de hiérarchie des cultures ou des arts qui est prégnant. Et c'est bien de pouvoir se questionner justement sur la façon dont on place ces mots et l'importance qu'on va leur donner. Alors, dans l'évaluation des politiques culturelles, tu distingues
3 niveaux d'objectifs qui vont nous aider à cerner les objets d'évaluation parce que, voilà, déjà, on voit dans l'appellation, c'est complexe et on a intérêt à pouvoir cerner plus précisément qu'est-ce qu'on veut évaluer réellement quand on évalue une éducation culturelle et artistique. Tu parles d'objectifs généraux, d'objectifs opérationnels et des effets que peuvent produire l'éducation culturelle et artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ce sont rarement les chercheurs qui prennent l'initiative d'une évaluation. Je dirais même qu'en tant que chercheur, la question de l'évaluation n'est pas mon problème. Mais on va chercher des scientifiques pour évaluer, parce qu'on attend d'eux une certaine rigueur, on attend d'eux un certain nombre de méthodologies. Donc généralement, quand en tant que chercheur, on arrive dans une évaluation, la commande d'évaluation est déjà écrite. Et souvent, elle mélange 3 niveaux. Un niveau très général de visée globale de l'éducation artistique, des niveaux qu'on peut lire dans tous les grands textes institutionnels, textes de l'UNESCO, mais textes aussi produits dans différents niveaux nationaux. Et là, on voit des valeurs humanistes, l'idée que l'art et la culture vont former des citoyens éclairés, que ça va apporter une réelle amélioration, non seulement à l'individu, mais également à la société. C'est extrêmement difficile à évaluer, mais cette expression des grands objectifs, qui sont des visées, elle est toujours là. Ensuite, il y a les objectifs opérationnels, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour poursuivre l'accomplissement de ces valeurs. Et c'est là que personnellement, en tant que chercheur, je suis le plus à l'aise, puisque moi, j'analyse des politiques et des dispositifs d'éducation artistique. Et là, on va analyser la cohérence, la pertinence et l'efficacité en fait de ces politiques. Et enfin, un troisième niveau, qui est souvent le niveau privilégié par l'évaluation. On le voit dans des grandes enquêtes comme l'enquête PISA, par exemple. Et là, on s'est centré sur l'individu, mais pas n'importe quel individu, essentiellement l'élève. Et donc, c'est la fameuse question des effets de l'éducation artistique sur les élèves. On peut dire que dans la recherche, il y a beaucoup de choses produites qui concernent les effets sur les individus et un peu moins sur les politiques publiques, l'organisation, la poursuite des valeurs, la mise en place de normes. Ce qui est très difficile, c'est de réussir à attraper tout ça ensemble. On n'y arrive jamais. Donc moi, je me suis plutôt spécialisée sur l'explicitation de l'historique, de l'arrière-plan, des valeurs, des normes, etc. Parce que les acteurs sont à une certaine distance des institutions, mais les institutions portent et tiennent les discours qui circulent en fait dans la société. Et puis, les institutions ont les moyens d'imposer les valeurs et les normes qui sont dans ces discours, notamment dans le cadre de l'éducation nationale. Donc, la demande d'évaluation, elle est souvent extrêmement large et vaste, et il faut passer du temps, et parfois beaucoup de temps, à resserrer l'évaluation sur ce qui est évaluable, d'une part, et ce qui est susceptible de répondre réellement aux questions que se posent les décideurs, d'autre part, parce que les questions qu'ils posent ne sont pas toujours les questions qu'ils devraient se poser. Oui, et on sait qu'en tant qu'évaluateur de dispositifs éducatifs, on va passer beaucoup de temps à cadrer l'évaluation et essayer de cerner l'objet d'évaluation. C'est d'ailleurs un travail qui est souvent sous-estimé au moment de l'appel à projet, et c'est beaucoup de négociations aussi avec les commanditaires. Alors, dans cette évaluation des effets et des dispositifs, il y a aussi des enjeux au niveau de la prise en compte de l'individu, du développement individuel et du développement collectif. Et c'est vrai qu'on, dans les recherches, par exemple, aussi en psychologie de l'éducation, on a souvent tendance à évaluer le développement d'un point de vue individuel. Mais dans les projets artistiques et culturels, il y a peut-être aussi intérêt à évaluer cette dimension collective de l'évolution du projet. Oui, les effets produits par l'éducation artistique, parce que même si je n'aime pas le terme effet,
on peut dire qu'il y a des effets produits, ceux qui sont généralement jugés les plus intéressants ne sont pas toujours les plus intéressants au regard du chercheur. C'est-à-dire que si on pense que l'efficacité de l'éducation artistique tient essentiellement, voire exclusivement, à la rencontre artiste-élève, c'est-à-dire autant de la coopération, autant de l'atelier, autant de la production d'une création avec les élèves. Je pense qu'on se trompe, y compris en termes d'analyse d'efficacité. Ce qu'il faudrait pouvoir réussir à saisir, mais ça demande des moyens importants et ça demande que la recherche puisse jouer son rôle, c'est-à-dire imposer son temps, le temps de la recherche qui n'est pas le temps de l'évaluation, et on est vraiment en tension entre ces deux temps-là. Par exemple, ce qui est très peu étudié, pour ne pas dire évalué, mais en tout cas étudié, c'est la façon dont l'éducation artistique est portée par une communauté éducative, mais elle agit en même temps sur cette communauté éducative, et il se passe un certain nombre de choses avant que l'artiste n'arrive et n'intervienne, et peut-être que ce que l'on attribue en termes d'efficacité à la présence de l'artiste, on n'a pas suffisamment pris le temps de voir qu'au fond, c'est la communauté éducative qui a réussi à créer un horizon d'attente. Et cet horizon d'attente, chez l'enfant, lui permet mieux de vivre une expérience esthétique, artistique. On le sait pour le spectacle jeune public. On sait qu'il faut préparer les enfants au spectacle jeune public. Eh bien, d'une certaine façon, ils sont préparés à l'éducation artistique. En tout cas, ils devraient l'être. Cet horizon d'attente, il est là. Ou alors, ça veut dire que l'enseignant a abdiqué son rôle dans l'éducation artistique et attend passivement que l'artiste intervienne. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ces cas existent, ils sont quand même relativement ils sont marginaux parce qu'il y a toute une superstructure et une infrastructure qui veille à ce que chacun joue son rôle dans cette situation. Mais effectivement, la centration sur les individus, on va étudier les effets sur les enfants, on va les étudier sur les enseignants. On ne les étudie jamais sur les artistes. Et je me demande vraiment en tant que chercheur pourquoi. On les étudie très peu sur les acteurs culturels et les institutions culturelles. Et là aussi, je me demande pourquoi. Comme si les bénéfices de l'éducation artistique, ils étaient du côté de l'école et ils n'étaient pas du côté de la culture. Là, il y a un déséquilibre. Et c'est là qu'en tant que chercheur, on peut être utile pour les acteurs, en leur disant « mais pourquoi vous ne pensez pas à ça ?» Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser de ce côté-là. Et c'est tout le temps dont on vient de parler, qui peut être très long et assez tendu parfois, de renégociation du projet d'évaluation pour qu'il puisse satisfaire ceux qui le commanditent, mais que nous, en tant que chercheurs, on puisse en faire quelque chose en termes pas seulement de production de données, mais de production de connaissances, qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, et puis ça donne une vision très riche d'un écosystème en fait qui est mis en place autour de l'enfant et qui permet de voir aussi la façon dont les rôles et responsabilités des différents acteurs sont partagés et contribuent à des actions au bénéfice de l'enfant, puisque ça permettrait à la fois de mettre en lumière cet écosystème et de remettre en avant son service, qui soit au service de l'enfant, justement, puisque c'est souvent dans les négociations, ce qui se perd un peu, c'est la finalité aussi de l'action. Et donc, toi, dans les évaluations que vous avez étudiées, quelles sont les différentes méthodologies qui sont utilisées pour évaluer les effets de l'éducation culturelle et artistique ? Alors, la plupart des méthodologies employées dans le monde, et ce n'est pas moi qui le dis, on l'a observé dans le cadre d'un ouvrage qui va paraître, on a regardé ça de près, mais d'autres s'y étaient déjà employés. Je pense à l'OCDE à travers le rapport L'art pour l'art d'Hélène Wiener, et puis je pense aussi au travail de Larry O'Farrell qui avait été très bien communiqué lors du symposium de Beaubourg de 2007 sur l'évaluation des effets de l'éducation artistique. Et donc, la plupart des méthodes sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles associent des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Une fois qu'on a dit ça,
j'ai envie de dire, on n'a presque rien dit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire des méthodes mixtes? Quelle est la dimension quantitative et la dimension qualitative? Ce que l'on voit le plus souvent pour des évaluations de politiques publiques ou de dispositifs globaux, c'est d'une part une production de données quantitatives et géographiques aussi, hein, pour voir quelle est la répartition des projets, est-ce que tous les élèves dans une zone donnée ont bien accès à, donc toutes ces données purement quantitatives, et puis on va doubler ça d'un travail d'entretien, notamment avec les acteurs, hein, des dispositifs et les acteurs de terrain, pour voir si, en dehors de l'aspect quantitatif, il y a par exemple une vraie qualité de partenariat, il y a une satisfaction des uns et des autres, que chacun sent que ça peut l'aider à aller plus loin dans ce qu'il a à faire. Donc on trouve souvent ce genre de choses. Là où ça devient très compliqué, et c'est par exemple le cas qui avait été présenté ce matin par Sophie Bricteux dans le cadre de l'enquête PISA, c'est le traitement quantitatif de données qualitatives. Là-dessus, moi, je n'ai pas lu grand-chose en termes de mise en perspective de ces méthodologies-là, mais on voit comment, pour quantifier des données qui, à la base, sont qualitatives, comme par exemple apprécier la créativité, apprécier la coopération, apprécier la pensée divergente, on est obligé d'utiliser des outils qui homogénéisent des données qui, au départ, sont extrêmement hétérogènes et qu'il faut analyser en tant que données hétérogènes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les chercheurs qui produisent des monographies très pointues sur des situations précises d'éducation artistique et les chercheurs qui travaillent sur les grands systèmes de l'éducation artistique. Et d'ailleurs, je l'ai éprouvé en tant que chercheur. Il arrive qu'on se rencontre et j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même objet ou du même monde. Donc idéalement, il faudrait tout faire, mais dans la réalité, c'est impossible parce que ça demande des moyens que les commanditaires ne sont pas prêts à mettre en œuvre. Et ça demande aussi une articulation des temps, le temps de la recherche et le temps du recueil de données quantitatives sur lequel les attentes sont souvent assez urgentes. Oui. Et donc, on ne peut pas, nous, en tant que chercheurs, articuler toutes ces données-là. Peut-être que la solution, c'est d'avoir des services en charge de la recherche, mais pas en charge de l'évaluation, c'est-à-dire en charge d'articuler la recherche d'une part et la demande d'évaluation d'autre part. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois avec l'Observatoire des politiques culturelles, qui jouait un rôle d'ajustement que j'appréciais beaucoup en tant que chercheur. Nous étions protégés des attentes les plus urgentes et d'une certaine pression de la part des commanditaires. Il faisait un travail intéressant de traduction du commanditaire vers les chercheurs et des chercheurs vers les commanditaires. Et nous, à l'université, c'est la même chose en Belgique, on est en fait confronté de manière directe aux commanditaires et il faut nous-mêmes faire ce travail de traduction. De traduction, oui. Et puis il y a aussi, donc parmi les contraintes, il y a les contraintes du temps de recherche, le temps des commanditaires, le temps de la recherche, mais il y a aussi le temps du terrain, parce qu'il faut que tous ces timings correspondent, parce que il faut qu'on puisse aller récolter les données sur le terrain au moment où l'action se passe, ou juste après, ou juste avant. Enfin voilà, donc il y a toutes ces contraintes qui entrent en jeu et qui font que parfois sur des contrats très courts d'1 an, voilà, c'est difficile à gérer, mais on a intérêt justement à se munir de cadres conceptuels pour pouvoir déjà savoir quels sont les champs, enfin les objets d'évaluation qu'on pourrait investiguer. Et c'est peut-être là où on manque aussi un peu de matière en éducation culturelle et artistique. C'est-à-dire d'avoir des indicateurs déjà prêts ou des entretiens déjà prêts qui pourraient nous aider à aller un peu plus vite au moment où l'enquête se fait, ou qui pourraient nous aider aussi à cerner l'objet.
Oui, et puis qui pourrait nous aider aussi à négocier avec les commanditaires en disant, voilà, lorsqu'on nous laisse du temps, qu'on nous laisse un peu de liberté dans le processus d'évaluation, voilà genre de résultats et de données que l'on peut produire. Mais effectivement, moi je plaide pour qu'il y ait des moyens accordés à la recherche en dehors de la demande d'évaluation. Sinon, ça pèse, enfin pour moi, ça pèse trop sur les méthodes qu'on est obligé d'employer, parce qu'une fois qu'on a eu de l'argent dans un laboratoire, il faut répondre à la demande qui accompagne ce budget. On ne peut pas dire je prends le budget et j'en fais autre chose. Parfois, la marge de négociation, elle est très étroite et même elle n'existe pas du tout. Et donc, on a besoin de mener une recherche indépendante pour pouvoir aussi, nous, discerner des sujets qui n'apparaissent pas comme des sujets qui ne sont pas du tout conscientisés par les politiques et par les institutions. Et donc, c'est cette liberté dans la recherche qui, pour moi, peut être la plus productive, en fait, pour les institutions et les politiques, parce qu'on va se donner la capacité de regarder les choses autrement qu'elles ne sont regardées habituellement. Et pour moi, c'est ça la recherche, c'est le regard de biais. C'est pas de répondre à une question, est-ce que je dois continuer à investir sur le parcours d'éducation artistique et culturelle? J'ai envie de dire que pour faire des études et pour répondre à cette question-là, on n'a pas besoin de chercheurs. On peut faire ça avec il y a des métiers spécialisés et qui permettent de répondre à cette demande-là. D'accord, donc on a vu en tout cas qu'au niveau des politiques, il y a une forte influence du vocabulaire qui est employé pour définir les objets d'évaluation. On a vu aussi que ces objets d'évaluation, malgré voilà, toutes les recherches qui ont été conduites ces dernières années et depuis le symposium de Beaubourg en 2007, ils sont encore pas toujours clairement définis. Et donc tout le travail, tout ce travail qui a été fait en termes d'évaluation sur l'éducation culturelle et artistique, vous en avez fait un ouvrage avec Alain Kerlan qui sera publié prochainement. Oui, je l'espère d'ici la fin de l'année 2024 et qui résulte d'un appel à projet de recherche dont j'ai été lauréate et qui, avec Alain Kerlan, et que j'ai porté au Grézec et qui portait sur les méthodologies d'évaluation des effets de l'éducation artistique. Et la publication, ce n'est pas que nous allons faire, ce n'est pas le rendu du rapport de recherche, c'est justement l'apport de notre réflexion en disant mais comment peut-on faire en sorte que cette demande d'évaluation qui est forte et de plus en plus forte, parce que l'évaluation artistique, l'éducation artistique, pardon, elle est de plus en plus légitime, elle est soutenue, elle mobilise des moyens importants, donc il y a une forte demande d'évaluation. Et comment, qu'est-ce que ça implique du côté des politiques de recherche et qu'est-ce que ça implique aussi du côté des positionnements épistémologiques. Et donc, le livre sera un plaidoyer pour une vraie réflexion sur les positionnements épistémologiques face à l'évaluation, ce qui ne veut pas dire qu'on refuse l'évaluation, mais on ne peut pas fonder toute la recherche sur l'EAC par l'évaluation commanditée, ne serait-ce que parce que l'évaluation commanditée, elle est financée par les concepteurs des projets et que donc la production de connaissances ne se fait que sur certains types d'éducation artistique et très peu sur ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire à moi, l'éducation artistique ordinaire, celle qui n'intéresse personne, qui n'a pas droit de citer dans la presse, qui n'a pas d'obédience, d'aura médiatique, et qui est l'éducation artistique au quotidien, c'est-à-dire, en gros, si on se place du point de vue d'un enfant et de sa famille, j'habite ce territoire, qu'est-ce qu'il arrive à moi en tant que famille, qu'est-ce qu'il arrive à mon enfant. Et donc, cette éducation-là, que j'appelle ordinaire, non pas au sens de banal, mais au sens étymologique, qui arrive tous les jours, c'est celle-là qui m'intéresse en fait, et c'est rarement celle-là qu'on nous demande d'évaluer. La demande d'évaluation, on le voit bien en dehors de la France, c'est très souvent des fondations qui mettent en place des projets
très ambitieux et qui met en place une évaluation du projet qui lui-même est très ambitieux. Est-ce que pour autant ce projet, c'est l'éducation artistique en général? Certainement pas. Il y a des éducations artistiques. Ne se focaliser que sur des projets sur lesquels on met beaucoup de moyens, publics ou privés, c'est quelque part biaiser le regard sur la place réelle de l'éducation artistique dans la société. Oui, bah, on se réjouit de lire cet ouvrage et d'y trouver des pistes pour valoriser l'éducation artistique et culturelle au quotidien et celle qui peut apporter aux élèves des petites graines de parcours, disons, dans leur vie et dans leur éducation culturelle et artistique tout au long de la vie. Merci beaucoup, Marie-Christine, de nous avoir rejoints pour ce café. Et puis, on mettra, dès que l'ouvrage sera disponible, le lien en commentaire pour que les personnes qui regardent ce café puissent le procurer. Merci Émilie, merci à l'INAS pour l'invitation. Avec plaisir. Et à bientôt pour un prochain café de l'INAS.